Celle qui vient de nous arriver, qui nous vient de Monsieur Andichi, qui malheureusement ne pourra pas être présent dans notre commission pour présenter sa proposition de résolution. Parce qu'il donc il a remis un certificat médical donc jusqu'au 14 février. Donc voilà, nous le regrettons beaucoup et nous lui souhaitons prompt rétablissement. Par ailleurs, nous avons donc un ordre du jour qui n'est absolument pas chargé, comme vous le voyez, donc surtout qu'il ne reste plus qu'une seule proposition de résolution, une demande d'explication et 2 questions orales. Alors, Madame je la vous... Présidente, Oui, Madame la Présidente, je voudrais présenter notre proposition de résolution à la place de Monsieur Andichi, si c'est possible. mais s'il est d'accord avec vous. Il est d'accord avec moi. Ah voilà, ah oui, ça je ne connaissais pas cette Désolé. précision-là. Vous faites bien de me le dire. Alors, simplement, je voudrais vous dire une chose, c'est que je souhaiterais donc la fois prochaine, à l'occasion de la commission de mardi prochain, placer un ordre des travaux donc dans notre l'agenda, dans notre du jour. Pourquoi? Ben, vous savez que de manière très régulière, nous faisons un ordre des travaux. Il n'y en a pas eu à la fin de l'année parce qu'il y a eu les débats budgétaires qui ont été bien longs et qui nous ont tenus jusqu'au mois de décembre. Il y a eu deux commissions au mois de décembre. Et puis, l'idée, c'était évidemment à l'époque qu'on pensait se retrouver en présentiel au Parlement de façon à avoir un ordre des travaux qui nous permette véritablement d'avoir une discussion avec des visites de terrain, avec des auditions éventuelles. Donc, ici, il y a une demande de députés pour avoir un ordre des travaux, ce qui est bien légitime et c'est bien dans ce sens que nous comptons tous travailler. Donc, à l'occasion de la prochaine commission. Voilà, alors je vois Monsieur Verstraet qui lève la main, donc u hebt het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Avant tout, je vous remercie pour cette proposition et d'avoir aussi confirmé qu'effectivement on était déjà dans cette dynamique et que voilà, avec les travaux budgétaires, on n'avait pas eu l'occasion de faire ça. Mais je pense effectivement que c'est une excellente idée de reprendre cette habitude de faire un ordre de travaux ensemble, de se mettre d'accord sur le texte qu'on va traiter et éventuellement aussi un calendrier. Want het is waar dat de laatste afgelopen weken hebben we een aantal keer gehad dat we de donderdagavond vernemen via de tabel voor de volgende week dat er ja, teksten op de agenda staan die moeten gestemd worden. En de bijzonderheid is natuurlijk met de commissie mobiliteit die de dinsdagmorgen doorgaat, dat er heel weinig tijd overblijft om alles correct voor te bereiden. Donc c'est parfois un peu difficile, aussi bien pour les députés qu'aussi pour les collaborateurs, de préparer tout convenablement dans les 2 jours qui restent en fait maximalement avant la commission. Et donc, je pense que si on adoptait ou si on si on reprenait cette méthode de fonctionner, on pourra éviter cette difficulté. Maintenant, aujourd'hui, on a cette difficulté et donc moi je proposerais concrètement de reporter la discussion sur les 2 textes qui sont agendés, qui demandent un vote, les 2 résolutions, simplement d'1 semaine pour qu'on puisse mieux préparer ça. Je donne l'exemple de Joseph, de tout ce qui est transport de marchandises qui est fortement lié aussi de Scarbeck Formation. Ce dossier a un énorme historique aussi dans le domaine du développement territorial. C'est une zone stratégique du gouvernement depuis plusieurs majorités. Et voilà, discuter là-dessus, ça demande un peu de préparation, de bien vérifier l'historique et tout. Et nous pensons qu'on peut le faire mieux et plus convenablement si on se donne un petit peu plus de temps. Et c'est pareil pour la deuxième proposition qui concerne disons, une tarification kilométrique à l'envers, où il y a eu des tests à l'étranger, des tests aussi en Belgique, et ça vaut la peine de regarder ça un peu plus en profondeur afin de pouvoir mener une discussion correcte.
Et voilà, donc la proposition concrète que j'ajouterai à la vôtre, c'est de reporter ces deux textes d'une seule semaine pour qu'on puisse les discuter dans les meilleures circonstances et espérons aussi avec Monsieur Andichi de nouveau présent. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous convenir, oui, et aux collègues aussi, on va procéder à un vote là-dessus, je vous laisse voir, mais voilà, ça c'est en tous les cas la chose que je voulais proposer. Je vois certains de vos collègues qui lèvent la main. Donc, Monsieur Uytendijk, vous avez demandé la parole le premier. Oui, merci. Très rapidement, Madame la Présidente, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Cela nous permettra d'analyser et de travailler en profondeur. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, juste Oui. maintenant, oui. Ah, voilà. Mais pas spécialement. Donc, je Et on voulais a juste dire compris que... que vous étiez d'accord avec Monsieur Verstraete. Exactement. Voilà. Donc, je vois Madame de Jong qui opine du chef aussi. Donc, Madame Parmentier, vous avez aussi demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Ben, je soutiens la demande de Monsieur Verstraete et je voulais vous demander aussi si c'était possible, en vue de l'ordre des travaux de la semaine prochaine, de nous envoyer la liste de tous les textes en attente, ce qui nous permettra de plus facilement faire leur analyse et de voir lesquels nous semblent prioritaires. Merci. Vous avez tout à fait raison. C'est ce que j'ai demandé à Monsieur Blasson hier, c'est de le mettre en attachement, mais même dans l'heure du jour en tant que tel, comme ça vous aurez absolument tous les textes attenants. Maintenant, je voudrais quand même faire une remarque. C'est que vous le savez, en réalité, aujourd'hui, nous n'avons que 2 questions et une demande d'explication. La raison en est toute simple, c'est que nous avons en réalité donné un avantage à la ministre Van den Bruijn, qui n'existe pas d'ailleurs à la Chambre, c'est celui de bénéficier de 15 jours pour répondre aux questions et interpellations. Vous le savez, pour ceux en tout cas qui font partie du bureau élargi, il y a dans le pipeline aujourd'hui énormément de questions et interpellations qui ont été déposées à l'occasion du dernier bureau élargi. Donc, ce qui veut dire que le report de ces 2 textes d'aujourd'hui vont retarder les réponses qui seront apportées à ces questions et interpellations qui ont été déposées. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est retarder les travaux de notre commission. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je vous dirais que je me demande si d'une certaine façon ce n'est pas un précédent par rapport à ce que vit en réalité l'opposition depuis très longtemps par rapport à des textes qui sont déposés par la majorité. Je fais écho, par exemple, aux projets d'ordonnance, qui sont parfois des projets d'ordonnance de 150 pages, qui sont à l'ordre du jour le jeudi soir pour être étudiés pendant le week-end. Et souvent, c'est très, très technique, c'est très complexe. Et malgré tout, c'est un travail qui doit être diligenté par la majorité dans des délais qui sont souvent extrêmement courts. Ça, c'est une chose. Idem pour les arrêtés de pouvoirs spéciaux. Et vous le savez, c'est très récemment qu'une foule d'arrêtés de pouvoirs spéciaux ont été déposés et ont dû être étudiés dans des délais incroyablement courts. Ici, je vous dirais qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On est dans un texte du CDH qui fait 5 pages, un texte extrêmement court du PTB. C'est chaque fois des principes. Ce sont des textes, en effet, qui sont très intéressants et qui permettent d'avoir un débat intéressant, mais c'est oui ou non pour un principe. Donc, on est très, très éloigné de ces projets de loi qui demandent une analyse extrêmement fine. Voilà. Donc, je voulais, malgré tout, faire état de ce précédent, entre guillemets, qui est de reporter. Donc, je crois que c'est important de le souligner. Mais je vois Meneer Verstraete qui souhaiterait prendre la parole. Je vois aussi Madame Silke Van Achter et David Weitzman aussi. Oui. Oui,
Merci, Madame, mais Madame je la crois que je vais Présidente. d'abord, excusez-moi, meneer Verstraeten, je vais en fait, parce que je Oui, vois l'opposition qui tout à fait. demande la Ok, il n'y a parole, pas de souci. dire je ne l'avais pas vu parce que malheureusement j'ai un écran qui est beaucoup trop petit, veuillez me pardonner, donc je vais d'abord donner la parole à mevrouw Van Achter et monsieur Waitman. Madame Van Achter. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat we ons reglement gewoon goed moeten toepassen. Een reglement is heel duidelijk in artikel 28, waar voorrang wordt aan gegeven. Er wordt inderdaad voorrang gegeven aan ontwerpen van ordonnantie. Ik steun wel inderdaad, voor ons is het vaak snel, lastig werken. Dus ik heb niet zoveel begrip voor dat argument, omdat wij dat eigenlijk vaak meemaken. Maar bon, zwart, ik heb ook geen probleem met een week uitstel. Waar ik wel meer probleem mee heb, is soms dat wat het reglement duidelijk zegt, dat voorstellen in chronologische volgorde van hun verzending naar de commissie op de agenda ingeschreven worden, behouden tegen bericht van de indieners. En dus wat ik wel wil benadrukken, is dat voorstellen aan bod moeten kunnen komen en dat niet de bedoeling kan zijn dat de meerderheid doordrukt van hun voorstellen voor te kunnen nemen en dus de oppositie haar voorstellen, die misschien al eerder zijn ingediend, op de achtergrond te schuiven. Ik zeg niet dat dit in deze commissie gebeurt, maar het gebeurt wel in sommige commissies. En ik denk dat we altijd moeten waakzaam zijn, dat we ons reglement toepassen. Het reglement zegt ook dat we 1 keer om de 2 maanden minimum voorstellen moeten kunnen behandelen. Ik denk, zolang dat we ons daaraan houden, met de regeling van werkzaamheden, lijkt mij de beste manier. Dus ik hoor dat de voorzitter wil volgende week regeling van de werkzaamheden houden. Dat is prima en dan kunnen we een goede discussie hebben. Dank u wel. Monsieur Waitman, c'est à vous. Non, mais vous avez bien résumé, Madame la Présidente. Je vous avoue que je suis un peu contrarié sur la méthode parce que les points sont à l'ordre du jour quand même depuis 4 jours. L'opposition a l'habitude de délais bien plus serrés pour des textes bien plus importants. Je trouve que cette proposition de la majorité est d'une très grande incorrection. C'est vraiment pas correct pour le travail parlementaire. Mon groupe a travaillé le week-end. Geoffroy Commence, qui va intervenir sur la première résolution, et moi étions jusqu'à 22h30 au conseil communal. On a dû se coordonner pour les derniers points de détail. Et parce que certains commissaires n'avaient peut-être pas envie de travailler le week-end, on en est là. Je trouve que c'est pas correct. Et si vous décidez, Monsieur Tendal, si vous décidez de faire cela, je vous demande aussi d'avoir la même correction lorsque votre gouvernement, avec votre appui, a introduit des textes bien plus importants 3 ou 4 jours avant. Donc je trouve ça vraiment déplorable qu'on en soit à mettre en cause les points qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. J'aurais simplement demandé d'une part qu'ils soient bien analysés aujourd'hui. Chacun des commissaires a dû faire son travail et que peut-être pour l'avenir, effectivement, comme Madame Van Achter vient de le dire, pour l'avenir, on définit bien ensemble le calendrier. Merci, Monsieur Waitman. Meneer Verstraeten. Ik zag ook dat meneer Loewenstein ook wou reageren. Misschien moet hij eerst aan bod komen, want hij nog niet geweest is. C'est comme vous voulez. Je vois que Monsieur Loewenstein a aussi demandé la parole. C'est à vous. Oui, c'est pareil, hein, Arnaud, moi, pas de souci. J'entends tous les arguments qui sont développés. Perso, j'ai aucun souci avec quelque solution que ce soit. Mais peut-être que pour permettre d'avoir un débat suffisamment riche et approfondi sur le sujet, la proposition qui est faite de développer les propositions la semaine prochaine n'est pas sans fondement. Par contre, ce que je pourrais éventuellement, enfin, ce que je pense qui pourrait être bien pour l'ordre des travaux et pour éviter que l'arrivée soit trop important, c'est qu'on ouvre les discussions aujourd'hui en permettant aux auteurs des 2 propositions de faire leur exposé introductif et on poursuit la discussion générale début de séance de la semaine prochaine. Ça permettra à chacun de pouvoir développer leur texte, d'avoir le temps de le faire aujourd'hui puisqu'on a une séance assez courte. Et puis les interventions se feront la semaine prochaine, ainsi que les discussions sur les considérants et le dispositif. Voilà une proposition médiane que je fais.
Merci, M. Lowenstein. Alors, je vois que ceux qui... oui, je crois que M. de Bocquelaert... Madame la Présidente, oui, je voudrais aussi quand même intervenir, si je peux. oui, Oui. oui. Vous pouvez, mais M. de Bocquelaert avait demandé la parole avant. Ok, c'est bon. Oui, M. de Bocquelaert? Oui, écoutez, je suis un peu étonné aussi de cette proposition, dans le sens où l'ordre du jour n'est pas spécialement chargé et les textes ne me semblent pas être une complexité inouïe, surtout que les textes ont déjà été discutés, enfin en tout cas le mien, ont déjà été discutés à l'une d'autres reprises dans la presse et de manière informelle. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler lors du budget avec les autres. Donc, par contre, ce qui me semble poser problème, hein, mais je suis à l'écoute des arguments de mes collègues, donc ça peut. Mais ce qui me semble poser problème, c'est si on nous demande de présenter aujourd'hui et d'avoir la réaction des commissaires dans une semaine. Ça me paraît quand même un petit peu étrange comme fonctionnement, puisque ça laisse quand même, je sais pas, un temps de latence entre les arguments des uns et des autres. Je trouverais ça un peu spécial. Maintenant, je suis ouvert, hein, on est nouveau parlementaire, donc peut-être qu'il y a des choses que je ne perçois pas. Mais donc voilà, moi je serais plutôt demandeur de se tenir à l'agenda. Maintenant, j'entends bien que les groupes sont pas préparés et je trouve que c'est dommage. Donc, si le report est la seule solution pour avoir un débat intéressant, dont acte. Juste, Madame la Présidente, juste préciser par rapport à ce que Christophe de Bocquelaert dit. Qu'est-ce que je voulais? Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. On viendra après. Je vais donner la parole à M. Busselen. Oui, non, excusez-moi, c'était juste, je voulais dire que les arguments, on les a déjà en lisant les développements. Donc, c'est pas qu'on va fourbir nos armes pendant une semaine sur base de ce que vous allez dire. On sait ce que vous allez dire. Et c'est vrai que votre proposition sur le page positif est peut-être moins complexe que celle que celle du PTB et qu'on peut peut-être intervenir plus facilement sur celle-là. Je le conçois très bien. Mais voilà, l'objectif, c'était de traiter les deux propositions sur un pied d'égalité et pas dire que l'une est moins complexe que l'autre et avancer sur un sujet. Voilà. Et l'idée, c'était gagner du temps la semaine prochaine sur base de la demande initiale qui a été faite par mes collègues. Voilà, c'était maintenant, si vous voulez pas de souci, mais c'était juste. Merci. Monsieur Busselen, c'est à vous et puis je donne la parole à Monsieur Commons, qui demande la parole depuis longtemps aussi. Oké, ja, ik moet zeggen dat ik deze ontwikkeling toch heel vreemd vind. Zoals u zelf zei, krijgen wij soms teksten van honderden pagina's de avond voor dat er over zo'n tekst wordt gesproken. Nu hebben we het over een thema dat al verschillende legislaturen meegaat, zoals meneer Verstraeten ons meegaf. Dus de vorige regering had ook een mening over Schaerbeek-Formation. Dus het is geen onderwerp dat uit de lucht komt vallen. Het gaat om een tekst die een paar pagina's lang is. We hebben 4 dagen gehad. Er is niets in het reglement veranderd, waardoor dat we nu in een ongeziene situatie zitten. Ik vind het eigenlijk niet aanvaardbaar. Ik vind dat we die tekst gewoon moeten bespreken. Er staat weinig. Il y a peu de choses qui sont en fait sur l'agenda. Vous avez dit vous-même qu'il y a déjà une liste d'attente de textes à interpeller, de questions d'interpellation, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi on doit retarder encore plus. Sûrement si on a ici devant nous 2 textes sommaires, 2 textes assez courts sur des sujets qu'on connaît. Donc, je propose qu'on les discute, et si on ne les discute pas, qu'on vote au minimum sur le fait si on le discute maintenant ou la semaine prochaine. Ok, merci. Monsieur Commons, vous avez... Madame la Présidente, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Voilà. Je n'avais pas prévu d'intervenir ici sur cette question précise, mais néanmoins, au vu des arguments, je vous avoue être assez interpellé. Je ne connais pas a priori très bien le fonctionnement de cette parce que voilà, j'ai des collègues très compétents qui participent chaque semaine
au fonctionnement et à la dynamique de celle-ci. Et donc, dont vous-même, Madame la Présidente, et vous faites ça parfaitement bien. Cela étant, je vous avoue, particulièrement heurté par ce que j'entends ce matin. Mon groupe politique m'a demandé hier midi d'intervenir sur un dossier que je connais par ailleurs relativement bien, celui de Josaphat. Hier après-midi, j'avais la commission développement territorial. Hier après-midi, et David Weitzman l'a très bien dit, jusqu'à 10h30, nous avions le conseil communal de la ville de Bruxelles, avec des dizaines d'interventions. J'ai néanmoins continué à travailler jusqu'à 3h du matin, parce que je connais le dossier, je souhaitais néanmoins travailler les choses en profondeur et entendre aujourd'hui certains parlementaires qui ont eux-mêmes les documents et qui savent depuis plusieurs jours qu'ils auront à intervenir là-dessus. Je trouve que ça fait preuve d'un manque de respect inouï de la part du travail parlementaire et de la part de ses membres ici. Je vous avoue être vraiment particulièrement heurté d'entendre ça. Écoutez, on n'a pas eu le temps, on a eu ceci, j'ai dû aller, je sais pas, je trouve que c'est vraiment incroyable et je ne comprends pas comment on arrive comme ça à renvoyer des choses alors que cette commission ne manque déjà pas de travail. Et Madame la Présidente, vous le savez, il y a parfois des questions qui doivent être reportées, parfois de plusieurs semaines. J'en ai déjà été victime à plusieurs reprises. Donc, je suis étonné de cette façon de faire de la part de la majorité et j'espère qu'en tout cas que ça permettra à terme d'avoir un peu plus de respect pour le travail parlementaire, notamment de l'opposition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Commons. Meneer Verstraet, je crois que vous aviez demandé Oui. une dernière fois la parole, j'imagine, sur ce sujet. Merci, Madame la Présidente, et merci aussi aux collègues pour les échanges intéressants sur ce sujet. Je comprends certainement plein de préoccupations qui sont exprimées, d'émotions aussi. Je trouve important de souligner que ce qu'on propose est tout à fait conforme au règlement et tout à fait dans le respect du travail parlementaire. Donc, c'est la commission qui est maître de son agenda. C'est la commission qui détermine l'ordre des travaux et ce n'est que dans l'absence de ceci qu'effectivement la présidente devrait le faire. Et je prends pour exemple le fonctionnement de la commission Affaires générales qui se déroule le lundi après-midi et qui vit les mêmes défis que la nôtre. Donc, cette commission, effectivement, comme Madame Van Aert a signalé, tous les 2 mois, il faut discuter le texte réglementaire. Et donc, ce que cette commission fait, c'est tous les 2 mois un ordre de travaux. On voit la liste de tout ce qui est entré et on se met d'accord ensemble sur ce qui va être discuté et aussi quand. Et moi, je pense pas, contrairement à certains d'entre vous, que c'est un manque de respect. Je pense que c'est justement aussi une preuve de respect pour les collaborateurs aussi, collaboratrices des députés qui font du travail là-dessus. Et aussi par rapport à ceux et celles qui introduisent les textes, qui font ce travail et qui méritent une discussion qui est bien préparée, qui tient bien compte aussi de l'historique de ces dossiers. Et donc, je pense que il y avait la question, est-ce que c'est un précédent en ce qui me concerne? Non. Pour autant qu'on vient de convenir qu'on va dorénavant se mettre d'accord au préalable sur l'ordre des travaux, sur le texte qu'on va discuter. Et donc, il y aura plus, à mon sens, ce genre de difficultés qu'on a vécu les dernières semaines. Et je pense que dans ce sens, on trouve une solution qui va, j'espère, convenir à tout le monde pour le futur. C'est juste aujourd'hui, voilà, on est dans cette situation et nous, on propose effectivement le report pour qu'on puisse mieux préparer cette discussion et la faire convenablement. Moi, je suis tout à fait ouvert aussi à la proposition de Monsieur Loewenstein, qui est un peu un compromis qui permet déjà d'entamer l'exposition générale et d'avoir la discussion la semaine prochaine. C'est un peu un gain de temps. Mais c'est à vous de voir. Si ceux qui introduisent disent non, on préfère alors tout faire la semaine prochaine, j'entends cet argument, cette vision aussi. Donc pour moi, c'est certainement possible aussi. Je veux juste souligner que, voilà, j'espère que vous comprenez, c'est pas
c'est tout à fait dans le respect du travail de chacun. C'est justement pour pouvoir faire mieux le travail qu'on propose ceci et de se mettre d'accord sur des bonnes méthodes pour le futur qui conviennent à tout le monde. Et ça, je pense qu'on a fait. Donc ça, c'est déjà une bonne chose au moins ce matin. Et donc voilà, si vous insistez, vous trouvez important de passer au vote, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on a effectivement fait le tour et voilà, on devra passer maintenant à une Merci. décision. Merci, Monsieur Verstraete. Je vais juste préciser ma pensée. Le précédent, c'était pas par rapport au texte de l'opposition. C'était pas par rapport au texte dans notre commission, opposition comme majorité. C'était précédent par rapport au futur texte du gouvernement. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il faudra laisser beaucoup plus de temps sur des textes de 100 pages qu'un dépôt le jeudi pour une discussion le mardi. Comme ça, c'est entendu. Je vous remercie. Donc, on va passer au vote parce que M. Busselen demandait un vote. Donc, je ne sais pas s'il faut 2 votes, en tout cas celui de discuter aujourd'hui. Donc, je crois que c'est assez clair, hein, parce que chacun a pu se manifester. Mais comme vous me le demandez, M. Busselen, on va le faire. Donc, qui vote pour une discussion des 2 textes à l'ordre du jour aujourd'hui? Donc, je demanderai de lever la main, en fait. Je crois que ce sera le plus simple. Oui. Là, je vois donc M. de Beuquelaar, M. Meneer Busselen? Non, on ne vous entend pas. Ik heb officieel geen stemrecht, hè? Mais non, Monsieur Busselen n'est pas membre de la commission. Voilà, en ce sens. Jusque-là, la démocratie. Tout à fait. C'est ce qui me semblait, mais comme vous l'aviez demandé, voilà, on l'a fait. Donc, on ne va pas les discuter aujourd'hui. Et alors, on peut demander un deuxième vote, c'est-à-dire, est-ce que qui souhaite, enfin, disons, qui est pour l'entame des textes, c'est-à-dire la présentation sans la discussion générale à propos des textes, qui est pour le fait de débuter aujourd'hui, ou bien est-ce que vous laissez, je crois, dans une grande mansuétude, la décision dans le chef de ceux qui ont déposé leurs textes, c'est-à-dire qui ont rédigé les textes? Je crois que c'est plus judicieux. Hein. Je vous pose la question, je regarde vos réactions. Est-ce que Monsieur de Beuquelaar et Meneer Busselen, est-ce que vous souhaitez présenter vos textes aujourd'hui et qu'ils soient discutés la fois prochaine? Monsieur de Beuquelaar, vous sembliez préférer de joindre les 2. Oui, je pense que ce sera plus dynamique si on fait tout au même moment. On fera tout la semaine prochaine alors. Ok, et Meneer Busselen? Ja, oké. Ja, dan als dat beter is voor de voorbereiding, voor de discussie, oké. Très bien. Voilà. Donc, on s'est mis d'accord. On reporte tout pour la semaine prochaine, mardi prochain. Et nous allons donc passer à la demande d'explication de Madame Bianca de Batz. Je regarde si elle est là. Madame la ministre, vous êtes là. Génial, bienvenue, bonjour. Très bien, mais je ne vois pas Madame de Batz. Donc, nous allons passer à la question orale de Monsieur Lowenstein, qui lui est bien là. Donc, je vous passe la parole, Monsieur Lowenstein, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, donc, c'est une question sur le développement du transport fluvial de marchandises à Bruxelles. Alors, dans un double objectif de décarbonisation des moyens de transport et de décongestion de ces voies, la région bruxelloise encourage le recours à des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement et moins congestionnants. Le transport de marchandises par voie fluviale répond parfaitement à ce double objectif. En effet, selon Bessie, le canal de Bruxelles constitue la seule voie d'accès de la région à la région qui n'est pas embouteillée et qui est susceptible d'accueillir sans aménagement supplémentaire le double de trafic qu'elle connaît actuellement. Par ailleurs, un transfert modal en passant de transport routier au transport fluvial ou en les combinant permet de réduire les émissions de CO2 de manière non négligeable. Par exemple, les 7,3 millions de tonnes de marchandises transportées par voie d'eau
au port de Bruxelles en 2018 ont permis d'économiser l'économie donc de 680 000 camions dans et autour de la région et de 106 tonnes de CO2. Sur la base de ce constat, le port de Bruxelles encourage les entreprises à recourir au transport fluvial afin de livrer ou réceptionner des marchandises dans la capitale. Plus encore, et toujours selon Bessie, il existe un véritable potentiel pour le développement de combinaisons entre les différents modes de transport afin de permettre aux entreprises d'optimiser leur chaîne logistique. Par exemple, un commerce du centre-ville peut envisager d'acheminer ses produits par bateau jusqu'aux portes de la ville via le canal pour que ceux-ci lui soient ensuite livrés par camionnette électrique ou vélo cargo. De nombreuses startups se sont lancées dans l'offre de solutions innovantes visant, dans la plupart des cas, à rendre le transport plus respectueux de l'environnement. Ces possibilités s'inscrivent totalement dans les ambitions régionales figurant dans la déclaration de politique générale et qui visent à encourager le recours à des entreprises de transport de marchandises qui proposent des services adaptés au contexte régional, ce qui participe à la volonté de la région d'encourager le transport de marchandises par voie d'eau afin de réduire le nombre de poids lourds sur les routes et ainsi participer à une mobilité plus apaisée. Alors, compte tenu de la situation, voici mes questions. La première, pouvez-vous m'indiquer la part que représente le transport de marchandises en bateau vers et de Bruxelles pour les années 2018, 2019 et 2020? Pouvez-vous m'indiquer les gains chiffrés du transport de marchandises par bateau par rapport au transport routier, que ce soit en termes de coûts pour les entreprises bruxelloises, en termes de coûts environnementaux et en termes de création d'emplois au sein de la région? Troisième question, quelles sont les mesures mises en œuvre pour favoriser la collaboration entre les entreprises livrant par bateau et les startups actives dans le last mile logistique, effectué en camionnette électrique ou en vélo cargo? Et enfin, dernière question, existe-t-il des freins logistiques ou financiers au développement de l'usage du canal pour le transport de marchandises? Dans l'affirmative, quels sont-ils et quelles solutions sont actuellement à l'étude pour y remédier? Je vous remercie d'avance, Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous sommes tout oui. Alors, bonjour tout le monde. En ce qui concerne la part qui représente le transport de marchandises en bateau vers et de Bruxelles, en 2018, le trafic propre du port de Bruxelles s'établissait à plus de 5 millions de tonnes, 5 223 tonnes pour 1000 tonnes pour être précise, soit une progression de presque 50% par rapport à 1993, la date de création de la Société du port. Pour l'année 2019, le trafic propre s'élevait à 5 222 000 tonnes et on constatait également une forte augmentation du trafic de conteneurs, environ 45 en plus, en total, soit une 20% par rapport à 2018. Alors, on peut estimer que la quantité de marchandises en ville par habitant a plus que 40 tonnes par an, tous les secteurs d'activité compris. Sur base de ce ratio, on peut estimer la part modale du port de Bruxelles à environ 10% de tonnes transportées. Il est toutefois difficile de comparer l'impact en termes de mobilité selon le type de marchandise. Une tonne de colis ne représente en effet pas le même volume qu'une tonne de sable, par exemple. Et au sujet du gain chiffré du rapport de marchandises par bateau par rapport du transport routier, d'après le port de Bruxelles, le trafic par la voie d'eau représente une économie plus de 600 000 camions, soit presque 100 000 tonnes de CO2 et une économie de 24 millions d'euros en coûts externes, dans la mesure où un pré ou un post-acheminement routier est presque toujours nécessaire pour accéder ou pour quitter la zone portuaire. Ces économies sont calculées sur l'ensemble du trajet et ne se concentrent donc pas que la région Bruxelles-Capitale. Ces impacts mobilité et environnement s'inscrivent dans le cadre du mémorandum du port ayant pour objectif la lutte contre le dérèglement climatique à tout niveau.
En ce qui concerne l'emploi, peut-être encore, l'étude de Banque nationale chiffrant l'emploi dans la zone portuaire qui date de 2016 à 12 000 unités directes et indirectes d'emploi, mais c'est en cours d'actualisation, ce sont les chiffres 2016, les résultats sont prévus pour mars 2021 pour une actualisation. Pour les mesures mises en œuvre pour favoriser la collaboration, alors pour les synergies avec les entreprises chargées du last mile, des matériaux transportés par la voie d'eau sont pour la plupart trop lourds pour être distribués par vélo cargo, mais il existe dans le chef-port une volonté de développer cela aussi à moyen terme. Néanmoins, il est remarqué au niveau du port que celui-ci a construit le long du canal des PTU, des points de transbordement urbain, permettant de décharger de plus petits chargement le long de la voie d'eau. Il est noté également que le port a confié à un bureau d'études spécialisé en logistique une mission d'experts en transport visant à développer le trafic par le voie d'eau en région bruxelloise et cette mission est cofinancée par Bruxelles Mobilité. En ce qui concerne les freins logistiques ou financiers, alors il existe différents types de freins à l'usage du canal pour approvisionner Bruxelles. La problématique de la rentabilité des modes de transport est complexe. Les entreprises privilégient souvent la route. Le port a dès lors entrepris des démarches pour favoriser le recours à la voie d'eau à moindre coût. Alors, une politique de subsides conteneurs et de subsides du transport palettisé et avec l'appui d'experts en transport dont je viens de parler aussi évidemment. Par ailleurs, il y a établi un plan pluriannuel de gestion des chantiers autour du canal afin de capter tous les potentiels de transport de terre, de déchets, de chantiers à proximité du canal. L'un des freins est la méconnaissance aussi des possibilités offertes par le voie d'eau et la difficulté à changer les chaînes logistiques en place. Pour faire face à ceci, le port de Bruxelles et Bruxelles Mobilité financent la mission d'experts en transport confiée à un bureau d'études spécialisé. Le projet BCCC, Brussels Construction Consolidation Center, financé par Innoviris, est une autre façon de toucher de nouveaux flux grâce à une offre de services à valeur ajoutée dédiée au secteur de la construction. Et notre frein, là aussi, c'est la rareté d'espace disponible. C'est donc essentiel d'assurer une utilisation maximale de l'espace qu'on a. Dans ce cadre, le nouveau contrat de gestion, le port de Bruxelles, réfléchit à de nouveaux clauses incitatifs à l'usage de la voie d'eau à insérer dans les contrats de concession. J'espère avec ça, M. Lowenstein, vous avoir répondu. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Lowenstein, pour une réplique? Oui, très bref, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Alors, vous avez donné une série de chiffres. Je comprends qu'il y a une augmentation et c'est tant mieux. J'analyserai les chiffres et reviendrai le cas échéant vers vous. Je vous poserai aussi peut-être une question sur l'impact sur l'emploi dans 2 mois quand les chiffres actualisés seront disponibles. Et pour le reste, peut-être une question complémentaire. Donc, j'aborde ici le transport de marchandises par voie fluviale. Quelles sont les perspectives, notamment au niveau du transport ferroviaire? Est-ce qu'il y a un souhait du gouvernement de développer davantage ce transport par le rail en parallèle au transport fluvial, vu certains freins que vous avez présentés, ou est-ce que l'énergie sera mise sur le transport fluvial? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Mais là, je pense que c'est pas un choix, il faut faire les deux. Il faut investir dans le rail comme alternative et l'eau, et ça dépendra de la proximité. Aussi, la combinaison de l'eau et le rail est quelque chose à faire. C'est pour ça que l'importance est là pour faire en sorte qu'on maintienne les rails existants qui fait la connexion avec le port de Bruxelles. Mais pour nous, c'est une question de tous les deux, comme vous pouvez évidemment lire aussi dans le plan de mobilité. Je vous remercie. Ça permet au commissaire d'avoir déjà un aperçu sur la position qu'on pourrait avoir par rapport à la résolution qui sera présentée la semaine prochaine. Voilà. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Madame Debatz qui vient de nous rejoindre concernant ces questions sur les radars tronçons. Oui, bonjour Madame la secrétaire. Merci beaucoup. En fait, je n'avais pas du tout compris que vous alliez laisser vite, comme il y avait 2 résolutions, mais entre autres, j'ai compris maintenant, voilà, qu'on est déjà aux questions. Mevrouw de minister, ik zet ook even mijn camera uit, want ik heb blijkbaar heel slecht geluid als de camera ook opstaat. Maar lukt het zo? Hoort u mij goed? Oui, oui, très bien. Ah, voilà. Prima.
Ja, voilà. Het is een beetje achterhaald natuurlijk, want u heeft het vorige week al aangekondigd. Hè. 3 nieuwe trajectcontroles. Dus ja, ik ga de inleiding, ik ga daar wat sneller overgaan, omdat we ondertussen weten waar ze staan en ook dat ze operationeel zijn. Maar mijn tweede vraag blijft natuurlijk wel overeind. Hè. Ik denk dat zowel u als ik, als vele andere collega's, helemaal doordrongen zijn van het belang van trajectcontroles. Dat dat een goed middel is om mensen toch aan de toegelaten snelheid te houden. Dus wordt er nog onderzoek gedaan naar andere trajectcontroles. Hè. Welke plekken zijn jullie nog aan het studeren? En dan ook een tweede en tevens laatste vraag. Ik was een beetje verrast toen ik u hoorde zeggen, of het was misschien in een artikel in de krant geschreven, dat kan ook, dat het helemaal niet zeker is dat de trajectcontrole in de Leopold 2, dat is al een hele lijdensweg geweest, u kent dat verhaal, hè, met de vorige burgemeester die daar niet wou van weten. En dus zei u toen dat u helemaal niet zeker was dat die trajectcontrole er opnieuw zou komen aan het renovatiewerken. Dat begrijp ik niet zo goed, omdat dat een zeer lange tunnel is, hè, waar mensen ook van de autosnelweg komen. Dus nog heel wat automobilisten aan een zekere snelheidsmodus zitten. En dus, ja, hoe komt het dat die blijkbaar terug van tafel is geveegd? Kan u mij daar een stand van zaken geven? Dank u wel, mevrouw de minister. Mevrouw de voorzitter, ik wou graag, als ik mag, tussenkomen. Ah, sorry. In de chat. Natuurlijk. Ja, meneer Verstraet. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Pardon. En bedankt ook aan mevrouw de Baets, collega de Baets, voor de zeer relevante vraag. Inderdaad, de verkeersveiligheid gaat ons allemaal ter harte. En ik denk dat het goed is om een stand van zaken te vragen hier vandaag over specifiek de trajectcontrole. Ik wou één element inbrengen in de discussie om de vraag te stellen dan aan de minister. Dus ik heb begrepen dat trajectcontrole heeft als voordelen dat op een traject waar dat, mensen daar niet uit kunnen, en het wordt typisch op een autosnelweg, dan vermijd je dat je op een bepaald punt de controle uitvoert en dat je dan ook ongewenst gedrag krijgt. Hè. Bijvoorbeeld mensen die het hele traject lang te snel rijden, maar dan op dat punt waarvan dat ze weten, soms wordt er hier gecontroleerd, op de rem gaan staan, even de maximale snelheid aanhouden en direct daarna weer optrekken. Dus om dat soort ongewenst gedrag te vermijden, is een trajectcontrole relevant, omdat je dan over een heel traject een gemiddelde snelheid neemt. En als je dan natuurlijk dat soort ongewenst gedrag van, dat ik daarnet benoemde, als je dat zou hebben, dan wordt dat daarin zichtbaar natuurlijk en kun je het ook aanpakken. Nu, specifiek voor de Brusselse context, lijkt het mij niet makkelijk. Ik denk het Leopold 2-tunnel is inderdaad een goed voorbeeld, omdat daar heb je een afgesloten traject, kunnen mensen er niet onderweg. Ja, of het kan wel met minder vaak erin en eruit, met de inritten en uitritten. Maar bijvoorbeeld, ik vroeg me af, in de stad 30, waar we vandaag in zitten, is het op veel plaatsen mogelijk om een trajectcontrole te doen. Mijn persoonlijke inschatting is, maar ik kan fout zijn, is dat het moeilijk is om dat goed te doen werken, omdat je eigenlijk heel vaak in een stedelijke context heb je mensen die de straat oversteken, heb je van alle soorten onverwachte gebeurtenissen die ervoor zorgen dat automobilisten, gelukkig maar, vertragen en stoppen enzovoort. En dus met andere woorden, het probleem dat je kunt hebben op autosnelwegen, dat mensen over hele trajecten voortdurend veel te snel rijden, is minder groot, omdat het gewoon fysiek bijna niet kan in de stad. En dus vroeg ik mij af of dat de voor- en nadelen hier niet anders liggen in de stad en dat je dus niet, met andere woorden, meer aangewezen bent op het systeem van lukrake controles, dus ad random, liefst geanonimiseerd en natuurlijk wel vaak controleren en ook een sanctie eraan koppelen als nodig is, zodanig dat je dan het gedrag van de hele groep kunt verbeteren. Dus dat is eigenlijk de vraag of de minister daar een inschatting kan van maken van dat fenomeen en of de trajectcontrole in die zin minder gemakkelijk in te passen is in een stedelijk weefsel. Wel in tunnels natuurlijk. Dank u wel alvast voor de antwoorden. Dank u wel. En nu mevrouw Van Achter.
Dank u wel. Ik wil hier ook even aansluiten bij deze vraag. Ja, ik denk dat we allemaal het nut van trajectcontroles kennen. En meneer Verstraeten heeft er ook al correct gezegd dat het altijd in een stedelijke context niet zo eenvoudig is. Bijvoorbeeld dat de tunnels wel eenvoudiger zijn. Maar ik denk dat uw administratie waarschijnlijk wel goed kijkt welke trajecten nodig zijn. En je hebt een bepaalde afstand ook nodig, denk ik, om een trajectcontrole te kunnen doen. Maar mijn vraag gaat vooral naar het boeteverwerkingscentrum. Dat is in leven gekomen, denk ik, een beetje parallel met de betrachting om die trajectcontrole in de Leopold II-tunnel in te voeren, als ik mij goed herinner. Nu, dit is nog niet zo lang in werking, hè, dat boeteverwerkingscentrum, maar ik denk hoe meer trajectcontroles er zijn, waarschijnlijk hoe meer boetes er zullen zijn, ook al is het natuurlijk niet de bedoeling om boetes te hebben, maar om het gedrag te wijzigen. Dus ik vroeg mij af, hoe zit dat nu met dat boeteverwerkingscentrum? Hoeveel mensen werken daar nu? Zijn dat mensen van de lokale politiezones die gedetacheerd zijn en waar dan het gewest voor betaalt? Hoe zit juist die financiering van dat centrum hoe is dat juist geregeld? En hoe moeten we ons dat juist voorstellen? Hoeveel mensen werken daar nu al voor? Kan dat centrum de hoeveelheid boetes aan? Want ik kan me inbeelden, elke keer dat er een trajectcontrole bijkomt, dat natuurlijk bijkomend werk met zich meebrengt. En wordt dat inderdaad door dat boeteverwerkingscentrum dan eigenlijk verwerkt? Dank u wel. Plus personne ne demande la parole? Non. Mais alors, c'est à vous, Madame la Ministre. Ja, bedankt voor de vragen alvast. Dus ik ga misschien eerst uitzoomen en dan inzoomen op de meer specifiekere vragen. Dus als het gaat over welk sanctiebeleid of welk controlebeleid je gaat voeren en hoe ga je met radars daarin om, dan is er niet zoiets als de ideale radar. Je hebt verschillende soorten en je moet op al die soorten inzetten. Dus je hebt enerzijds de trajectcontroles, waar de vraag over ging, waarbij je inderdaad op een langere afstand gaat meten. Dat heeft het voordeel dat je de gemiddelde snelheid van een auto neemt en niet enkel een momentopname. Ik denk dat meneer Verstraeten heeft aangelegd waarom het een voordeel is. Heeft natuurlijk ook een nadeel, zeker in een stedelijke context. Als je veel kruispunten hebt of veel obstakels, dan wordt dat al sowieso moeilijker, omdat je dan soms heel snel opdrukt, terugdaalt enzovoort. Dus je kan een trajectcontrole niet op iedere weg, op iedere situatie doen, maar er zijn zeker plaatsen in Brussel waar het dat een meerwaarde heeft. En het is daarom ook dat we het aantal trajectcontroles verdubbeld hebben, van 3 naar 6, om op die manier, daar waar het kan, daar verder op in te zetten. Daarnaast heb je inderdaad ook nog vaste flitspalen. Daar zitten we momenteel aan 90 en er is een marché-stok. Nu vind ik het in het Nederlands, mijn woorden niet. Stokopdracht. Een aankoopcentrale is het woord dat we zoeken. Stokopdracht is ook slecht vertaald, denk ik, meneer Verstraeten. Dus een aankoopcentrale voor vaste kamers, waar je echt op een punt gaat meten. Wat voordeel heeft natuurlijk dat je kan focussen op gekende snelheidspunten of punten waar de snelheid vaak overtreden wordt. Daarnaast heb je de lidars die bewegend zijn. Hè. Dus iedere politiezone heeft zo één ter haar beschikking. Of er zijn er 7 die politiezones kunnen gebruiken, die ingezet kunnen worden om inderdaad niet enkel op vaste plaatsen, maar ook op onverwachte plaatsen controle te doen. Op die manier het besef te doen groeien dat je op ten allen tijde aan de snelheidsregels moet respecteren. We hebben daarnaast ook een aankoopcentrale voor preventieve radars. Die zie je nu steeds meer in het straatbeeld opduiken. Dat zijn radars die u de snelheid aangeven. Als u te snel rijdt, komt dat in het rood. Als u als u de correcte snelheid hanteert, komt dat in het groen. En daar zien we ook dat het een heel positief effect heeft op het gedrag van mensen. Ze beginnen spontaan trager te rijden, want iedereen wil natuurlijk dat bordje op groen springt. En dat geeft op zich geen boete, maar het heeft wel het beoogde effect als dat de snelheid gecontroleerd wordt. Dus dat ze zeker ook een maatregel op willen inzetten. Omdat je heel natuurlijk, je hebt die verschillende systemen. We hebben ook gezorgd dat alle radars die niet functioneren, dat die hersteld zijn om te kunnen zorgen dat alles functioneel is. En natuurlijk, dat betekent dat je boetes gaat genereren. En die moet je dan opvolgen. En ik denk dat mevrouw Van Achter correct heeft gezegd, er is nog niet zo lang geleden door mevrouw De Baets, als ik mij niet vergis, toen zij bevoegd was voor verkeersveiligheid, is het gewestelijk behandelingscentrum voor die boetes opgericht geworden, met als bedoeling dat we de capaciteit om die boetes te behandelen gaan centraliseren, om op die manier een betere opvolging te kunnen garanderen.
Dat werd in eerste instantie bevolkt met mensen vanuit de politiezones in Brussel. Wat we de afgelopen maanden gedaan hebben, is met de federale overheid onderhandelingen aangegaan, omdat in de andere gewesten dergelijke instrumenten ook met federale agenten en federale medewerkers worden bevolkt, om dat ook in Brussel te kunnen hebben. Dat is positief afgelopen, waardoor er momenteel de vacatures online staan en dus mensen kandideren en we dus de capaciteit voor dat behoeftebehandelingscentrum optrekken. We willen dat op die manier verdubbelen, om op die manier te kunnen zorgen dat we daar ook de nodige capaciteit achter zetten. Blijft er wel bij, denk ik mevrouw Van Achter dat ook terecht zei, ons doel is niet om boetes te innen. Ons doel is om de snelheidsregels te laten respecteren. Dus liefst van al vervelen die mensen zich te pletteren, is er geen enkel verkeersboete nodig, omdat iedereen zich aan de snelheid houdt. Dat is natuurlijk nog niet het geval in Brussel, dat moet ik u niet uitleggen. Dus we hebben dat controlebeleid nodig momenteel. Dat mag ook niet het enige zijn. Ik denk, snelheidscontroles handhaven mag niet enkel van een handhavingsbeleid afhangen. Je moet ook zorgen dat infrastructuur aangepast is. Je moet ook zorgen dat je sensibilisering doet, dat je uitlegt aan mensen waarom het belangrijk is, wat het verschil is en hoe dat de wegcode ineen zit en dus ook gerespecteerd moet worden. Dus je moet op al die fronten inzetten, iets wat we de komende jaren uiteraard ook zullen blijven doen, omdat we daar belang aan hechten. De vraag, dus dat is denk ik voor het algemene. Ja, de specifieke vraag van mevrouw De Baets, zoals u zei, enerzijds ging het over welke het zijn. Het is inderdaad, we hebben dat moeten aankondigen omdat ze van start gingen, dus ik kon niet wachten op het uitstel van het antwoord op de vraag om trekcontroles in werking te laten gaan natuurlijk. Dus we hebben 3 extra trekcontroles aangekondigd en die zijn dus ook geïnstalleerd geworden. Daarmee gaan we van 3 naar 6. De trekcontroles en de aankondigingsborden zijn in de herfst geïnstalleerd, maar het systeem dat hangt af van een GPS-verbinding. Dus vooraleer dat we zeker waar het goed functioneren, hebben we voldoende tijd genomen. Dus we hebben iets langere testtijd genomen dan gebruikelijk om zeker te zijn. Dus daar, die zijn functioneel. Ook op de Bordellaan hebben we niet enkel een trajectcontrole geïnstalleerd, maar daarnaast ook al een tijdelijke herinrichting gedaan van die as, door er een fietspad onder meer op aan te leggen en op die manier ook de veiligheid van alle gebruikers te verbeteren en zo te zorgen dat we daar rustiger verkeer krijgen op toch een veelgebruikte as en niet enkel door auto's, maar ook door actieve weggebruikers. De officiële aankondiging voor de invoering van de 3 nieuwe trekcontroles was op 18 januari. Natuurlijk willen we ook zorgen dat iedereen ook blijft gesensibiliseerd worden over het belang ervan en dus niet enkel, wat ik al zei, op boetes inzetten, maar ook op alle andere aspecten die je daar moet hebben. Uw vraag of er nog andere trekcontroles komen, dat is zeker een optie, maar we kijken niet enkel naar trekcontroles. Wat ik er straks zei, zullen we kijken van, zijn trekcontroles nog zinvol? Zijn vaste radars zinvol? Preventieve radars, lidars? Dus we kijken welke instrumenten moeten versterkt worden. Dat gebeurt ook uiteraard in overleg met de politiezones. Dat gebeurt ook op basis van waar dat we weten dat gevaarlijke punten zijn of punten die veel accidenten voordoen. Dus op die manier kan het zijn dat er in de toekomst nog trekcontroles bijkomen. Op dit moment ga ik er geen uitspraken over doen, omdat we hebben net deze geïnstalleerd. We zijn onze bestaande aankoopcentrales, die gaan we nu uiteraard uitputten, maar uiteraard blijft dat zeker een mogelijkheid. Dat gaat ook voor een stuk afhangen in welke mate dat gewestelijk centrum voor de verwerking van verkeersovertreding kan volgen, want je moet ook zorgen dat je dat die extra capaciteit ook effectief leidt tot het kunnen volgen in de hele verwerking van die boetes. Dus dat zal ook een element zijn. Nu, de vooruitzichten, wat ik al zei, zijn positief, dus we gaan ervan uit dat dat moet lukken. Maar dus op dit moment staan we er zeker voor open, zijn we zeker de analyses aan het blijven opvolgen, maar heb ik nog geen concrete locaties die ik aan u zal aankondigen. Dank u wel. Mevrouw Bianca De Baets. Ja, dank u wel. En dank u wel ook aan de minister voor het antwoord. Misschien toch ook nog even meegeven aan collega Verstraeten. Klopt natuurlijk in een stedelijke context. Moeten we ook naar andere middelen kijken. Maar eigenlijk is een trajectcontrole wel nuttig van zodra je ongeveer 1,5 kilometer afstand hebt. Vanaf dan kan je het beginnen overwegen. Ik begrijp dat u zegt van we kunnen daar nog geen exacte locaties op plakken, mevrouw de minister. En dat u daarnaast ook naar andere middelen kijkt en grijpt om dat af te dwingen. Maar zou het nu kunnen, ofwel was ik heel even verstrooid, maar dat ik toch niet echt een uitsluitsel heb gekregen op wat er nu precies met de Leopold 2 zal gebeuren. Een tweede bijvraag is sensibilisering. U verwijst daar natuurlijk terecht naar.
dat automobilisten moeten gesensibiliseerd worden, maar ik ben zelf eens op zoek gegaan, want u had in een eerder antwoord op een schriftelijke vraag gezegd dat u bij de plaatsing van die nieuwe trajectcontroles via pers, dat is zeker gelukt, maar ook sociale media en alle informatiekanalen van busmobiliteit en informatieborden ter plaatse. Nu, ik ben dat eens gaan nakijken en ik zie dat niet. Hè. Ook op de informatiekanalen van busmobiliteit ik spreek van 2-3 dagen geleden, het kan veranderd zijn, maar ik denk het niet, zie ik dat dus niet. Hè. Dus ik denk dat na die bekendmaking er nog wel wat werk aan de winkel is. En ik wil toch ook even rechtzetten. U zegt, ik heb niet kunnen wachten om dat aan te kondigen, omdat de vraag een week is uitgesteld. Dat klopt niet helemaal, mevrouw de minister, want bij mijn weten is de commissie mobiliteit altijd op dinsdag en u heeft het op maandag in de pers gebracht. Dus dat lijkt mij niet de juiste uitleg te zijn. Maar dus nog graag wat extra toelichting. Dank u, meneer Verstraet. Ja, dank u wel. Ik bedank natuurlijk mevrouw de minister voor de heldere antwoorden. Ik kan mij over het algemeen vinden in die aanpak om te gaan voor een mix. Ik heb inderdaad geen, laten we zeggen, geloof over deze of ene methode. Ik denk dat het belangrijkste is die Vision Zero en alle mogelijke middelen inzetten om daartoe te komen. En dus de handhaving, lijkt mij, is inderdaad best een mix. En lijkt mij ook wel, en dat is een element dat nu ook een beetje naar voren komt in de discussie, belangrijk dat die ad random gebeurt en geanonimiseerd. Ik ben geen voorstander persoonlijk van een fenomeen dat we de afgelopen jaren vaak hebben gezien, waarin in de pers breed wordt aangekondigd en opgelet, want dit weekend of vandaag op die en die plaatsen wordt er geflitst. Dat is eigenlijk tegengesteld aan de doelstelling van de verkeersveiligheid, waar je eigenlijk wil bekomen met je sensibilisering en informatiecampagnes, dat alle bestuurders op elk moment en overal aandachtig zijn, alert zijn en de verkeersregels en natuurlijk dus ook de snelheidslimiet respecteren. En als je te ver gaat in het te gecibleerd, te gericht communiceren van let op, hier wordt er nu gecontroleerd, dan krijg je denk ik een tegengesteld effect. Dan ondergraaf je een beetje het belang of het effect van die snelheidscontroles. Dus ik ben geen voorstander om heel lokaal te gaan zeggen, hier wordt nu gecontroleerd. Ik denk dat het goed is om te sensibiliseren, heel belangrijk, om educatief werk te doen, maar vooral het random te controleren, waardoor dat er niet een fenomeen ontstaat waar dat mensen vooral opletten op de regels waar dat ze weten dat er gecontroleerd wordt en de rest van de tijd niet. Want dat is uiteindelijk ook de hele ratio, denk ik, achter de uitvinding of de bedenking van de trajectcontrole. Voilà, maar ik heb geen bijkomende vragen. Dank u voor de uitwisseling. Dank u wel. En mevrouw Van Achter. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Bedankt mevrouw de minister. 3 punten. 1, ja, ik ben ook geïnteresseerd in de Leopold II-tunnel en wat er daar juist gepland is. 2, ik ben een beetje verrast wat meneer Verstraeten zegt. Ik snap het ook. Ik vind niet dat je op voorhand moet gaan zeggen van hier gaan we nu vandaag een keer flitsen. Maar het is toch iets anders met een trajectcontrole. En trajectcontrole wordt ook meestal geïnstalleerd op een punt dat gevaarlijk is, dat een nood aan heeft en zo verder. En ik denk niet dat het daar echt... Het is niet de bedoeling om mensen op de bom te zwieren, maar het is toch de bedoeling om de snelheid te doen naleven. En dus in dat opzicht ben ik wel van oordeel dat je een trajectcontrole wel moet duidelijk communiceren. En ten derde vroeg ik mij af, wil dat dus zeggen, mevrouw de minister, dat federaal een deel draagt in de kosten van het boeteverwerkingssysteem, dat zij dus instaan voor het personeel daar, of hoe zijn juist de afspraken, mocht u daar nog wat meer info kunnen over geven? Zou dat aangenaam zijn? Collega Van Achter, mijn buren beginnen hier net te boren, dus ik ga een andere plaats zoeken. Een momentje. De geneugten van de virtuele meetings. C'est une visite de l'intérieur de madame la ministre. Oui, oui. Ah, mais là, vous avez carrément disparu. À mon avis, vous êtes loin de votre connexion, madame la ministre, mais nous vous attendons, bien entendu.
Je pense que la ministre voudra encore répondre à ces dernières questions ou interrogations. Aïe, 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 elle a totalement disparu. Ah, vous voilà, Madame la Ministre, en image et en son aussi. Oui, oui, Très bien. désolé. J'ai vu des voisins qui commencent à faire des travaux. Ik moet zeggen dat ik de tussenkomst van mevrouw van Achter maar voor de helft heb kunnen horen. Dus als u het laatste deel nog eens wil herhalen of uw vragen wil herhalen, dan ga ik beter antwoord kunnen geven. Ik had gewoon 3 vragen. 1, Leopold, ten tweede. Ten tweede, ja, meer een bemerking dat je moet een trajectcontrole ook goed aangeven. En ten derde, hoe zit die verdeling federaal? Komt blijkbaar tussen in de kosten van het verwerkingscentrum. Wat zijn juist de afspraken daar met federaal? Dank u, mevrouw de minister. Ja, bedankt alvast. Dus specifiek op de vraag van mevrouw De Baets van Leopold 2, tunnel, die staat zeker nog op de lijst. Net als een aantal andere locaties, wat ik zei, van deze 6 die we nu operationeel hebben, hoeven voor ons de laatste niet te zijn. Leopold 2-tunnel is nog altijd in werken, dus dat blijft zeker een optie om bij de heropening te kijken of we daar de trajectcontrole al dan niet installeren. Wat ik zei, dat zal dus afhangen ook van verschillende andere locaties. Hè. Dus ik ga nu niet zeggen waar dat er eventueel volgende komen, omdat we die 6 nu gedaan hebben, dat het belangrijk is dat die goed functioneren. Het boeteverwerkingscentrum is inderdaad, mevrouw Van Achter, versterkt met steun van de federale overheid. De andere boeteverwerkingscentrums in Vlaanderen en Wallonië functioneren ook zo. Dus daarbij is er een goede samenwerking. En dat is denk ik een belangrijke stap, omdat ons dat de mogelijkheid gaf om daar te versterken en de capaciteit ook op te trekken. En de derde vraag, ja, de communicatie. Mevrouw De Baets, we hebben een persconferentie gegeven, we hebben daar de nodige commotie rond gemaakt. Dus dat is toch op heel veel media verschenen. Te weten welke social media en welk mediakanaal van Brussel Mobiliteit zelf wel en niet gebruikt zijn, moet ik mij informeren, dat kan ik u zo niet antwoorden. Maar we hebben in ieder geval toch geprobeerd om dat met de juiste ampleur te geven. Het is een persconferentie geweest, wat niet evident is in deze tijden, maar alles in open lucht, coronaproof uiteraard, op afspraak voor journalisten. Waarbij niet alleen wij aanwezig waren, maar ook de politie en het parket, om te kunnen zorgen dat zij de nodige uitleg verschaften over de strategie die erachter zat. Voilà, ik denk dat ik daarmee de vragen heb beantwoord, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, mag ik misschien nog 30 seconden? Bien sûr, bien sûr. Ja, nee, ik wou alleen even naar meneer Verstraeten, maar ik denk dat hij aan het bellen is. Die betwijfelt of dat moet aangekondigd worden, wil ik toch meegeven. Maar misschien kunnen de collega's het hem vertellen dat trajectcontrole wel degelijk moet aangekondigd worden. Het is te zeggen niet zozeer de trajectcontrole zelf, maar wel de camera's. Hè. Als mensen gefilmd worden, moet er altijd een bord naast staan dat ze gefilmd worden. Dus dat wou ik toch eens even meegeven. Dat is misschien nuttig voor meneer Verstraeten om te weten. En tot slot, mevrouw de minister, vind ik het zeer vreemd dat u die trajectcontrole niet terug zou installeren in de Leopold 2. Ik snap de twijfel, de aarzeling daar niet over. En ik vind het ook niet bijzonder kies. Dat is niet de eerste keer dat deze regering dat doet, dat er een persconferentie komt en een aankondiging de dag vooraleer de vraag en het antwoord in de commissie komen. Maar goed, ik dank u alvast voor uw antwoorden en graag tot binnenkort. Ik wil op de laatste reageren, omdat de trajectcontroles, dat is niets wat we een week op voorhand plannen. En ik begrijp dat dat vervelend is, een vraag indient. Maar die trajectcontroles, zoals ik zei, de borden stonden hebben we in de herfst al aangekondigd. De camera's zijn daar gehangen. Dus ik kan op dat moment, ga ik niet vragen om trajectcontroles uit te stellen, omdat er intussen een parlementaire vraag is binnengekomen daarover. Dat is het werk dat gaande is. En ik denk dat we werk moeten voortdoen. Dus mijn oprechte excuses dat u daardoor net na de aankondiging de parlementaire vraag behandeld ziet, maar dit is een lang aangekondigd
lang aangekondigd werk. Er is sterk aan voorbereid geworden, zowel door politie, zowel door parket, zowel door de diensten van Brussel Mobiliteit. Dus ik vind het eerlijk gezegd ook niet ernstig om aan te vragen dat we 2 weken moeten wachten met het installeren van trekcontrole, zodat het parlement daar eerst over kan discussiëren. Dat lijkt mij niet de juiste aanpak. Lijkt me logisch dat op het moment dat die gepland staan, dat we dat ook invoeren. Dank u wel. L'incident est clos, donc nous pouvons passer à la question orale de meneer Lootenstal. U hebt het woord, meneer. Dank u, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister. Zoals eigenlijk voorspeld en gevreesd werden oudjaarsavonden en de nieuwjaarsdagen ontsierd door brandstichtingen, vernielingen van private en gemeenschappelijke goederen en agressie ten aanzien van politiemensen en brandweermensen. Nog voor middernacht werden er, net zoals in de voorbije jaren, in verschillende gemeenten van het gewest auto's in brand gestoken en ontplofte er zelfs al een molotovcocktail. Alle mogelijke middelen werden ingezet om de jaarlijkse taferelen te voorkomen, maar al snel bleek ook dat niet voldoende. Ongeveer een 20-tal auto's gingen in vlammen op, net als scooters en fietsenstallingen. Ook voertuigen van de MIVB werden aangevallen. En het geweld tegen MIVB-voertuigen, chauffeurs en reizigers duurde de dagen daarop nog altijd voort. Dit is natuurlijk een onduldbare toestand. Een van de grote problemen is de straffeloosheid die in vele Brusselse straten en wijken heerst. Het is niet alleen een kwestie van een laks vervolgingsbeleid, maar ook een probleem blijkbaar van bewijsgaring in deze omstandigheden. En daarbij viel mij een uitspraak op van de woordvoerder van zone Brussel-Elsene, daags na de feiten. Zij verklaarde dat identificatie van de daders afhangt van het feit of er voldoende beeldmateriaal kan worden gevonden. Het plaatsen van camera's is een bevoegdheid van de gemeente of politiezone, maar kan door het hoofdstedelijk gewest wel gecoördineerd worden en ondersteund. En vooral de MIVB, mevrouw de minister, kan hier een rol spelen. Of in het geval van fietsstallingen, wanneer de plaatsing gebeurt of ondersteund wordt door de gewestelijke diensten, kan gedacht worden aan het plaatsen van camera's. Dat is een optie die kan gebruikt worden om ook vele fietsdiefstallen te helpen tegengaan, maar ondertussen natuurlijk ook kan worden gebruikt in geval van dergelijk geweld en agressie. Wat is uw reactie, mevrouw de minister, op de aanvallen van MIVB-voertuigen? Welke maatregelen zal u nemen of heeft u ondertussen reeds genomen? En wat wil u doen om MIVB-voertuigen, chauffeurs en reizigers, maar ook de fietsenstallingen beter te beschermen? En heeft de minister tenslotte plannen om de videobewaking op te laten voeren? Tot daar voorlopig, mevrouw de voorzitter, mijn vragen. Oké, mevrouw de minister. Ja, in het geval dat er een incident is, verwittigt de MIVB meteen de politie en ook haar eigen veiligheidsdienst. Die komen dan ter plaatse, die beveiligen de zone en die patrouilleren daarna ook nog in de zone. Wanneer dat er zware incidenten zijn of wanneer er herhaaldelijke incidenten zijn, kan beslist worden om de betrokken lijn tijdelijk of lokaal om te leiden. Dat gebeurt dan in overleg met de politie. Er bestaat een goede samenwerking en een goed overleg tussen politie en veiligheidsdienst van de MIVB. Zo zat er bijvoorbeeld tijdens oudejaarsavond een MIVB-medewerker mee in het crisiscentrum en stroomde de informatie ook meteen door naar de MIVB-dispatching die ook alle maatregelen kon nemen. De MIVB heeft in dit geval, waarover spreek, klacht ingediend voor de feiten die zich voordeden en dat doet dat ook telkens wanneer dergelijke ernstige feiten zich voordoen. MIVB heeft camera's in al haar stations en al haar voertuigen die beschouwd worden als gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek. De MIVB heeft geen camera's in de openbare ruimte. Dat is niet haar bevoegdheid. Dus op die manier hoop ik dat ik u de elementen van het antwoord heb gegeven. Meneer Lootens? Ja, mevrouw de voorzitter, nog een paar bijkomende vragen. Mevrouw de minister, u zegt wij hebben klacht ingediend. Ik hoop dat dat met burgerlijke partijstelling is, zodanig dat dergelijke zaken niet geseponeerd kunnen worden. Dat daar inderdaad een vervolgingsbeleid kan aangekoppeld worden. 2, de MIVB is niet bevoegd voor het plaatsen van camera's in de openbare ruimte, maar ik hoop dat
camera's op het materieel van de MIVB zelf zullen worden opgedreven, zodanig dat er bewijsmateriaal kan verzameld worden in geval van agressie ten aanzien van de reizigers, ten aanzien van het personeel of ten aanzien van het materieel van de MIVB. En tenslotte had ik graag nog vernomen of u een zicht heeft op de totale kost van de schade in de dagen rond oudjaarsavond en nieuwjaar, wat de schade is die de MIVB daar heeft opgelopen en of daar zicht is dat die schade op iemand kan worden verhaald. Dank u. C'est ainsi que s'achèvent nos travaux d'aujourd'hui. C'était court. Les deux propositions sont donc reportées à la semaine prochaine. Mevrouw de voorzitter, ik had nog een paar bijkomende vragen gesteld. Misschien dat de minister weer antwoordt. Mevrouw de minister? Ik wou uit beleefdheid het laatste woord aan het parlement laten, maar welke vragen had u graag nog bijkomend antwoord op gehad? Want heeft u zich burgerlijke partij gesteld als MIVB in deze? Hoeveel is de schade die opgelopen is ongeveer rond nieuwjaar? Is er zicht op of dat op iemand kan worden verhaald? En zal de videobewaking op het materieel van de MIVB worden opgedreven, ten einde ervoor te zorgen dat wanneer reizigers, personeel of materieel van de MIVB wordt aangevallen, dat tenminste er bewijslast kan worden vergaard ten aanzien van de daders. Mevrouw de minister? Maar zoals ik heb geantwoord, de MIVB heeft klachten ingediend voor de feiten die ze hebben voorgedaan en doet dat ook met burgerlijke partijstelling? Wel, ik stel voor dat de details van de klachten, de details van de cijfers enzovoort, ik denk in het kader van een parlementaire vraag wil ik u meegeven wat de procedures zijn. MIVB heeft ook camera's die worden ingezet om haar materiaal te beschermen. Dus in die zin denk ik dat ik u de elementen heb gegeven die op dit moment beschikbaar zijn. Meneer Lotens? Ja, er is een verschil tussen klachten indienen en zich burgerlijke partij stellen, maar blijkbaar kan ik daar geen antwoord op krijgen. Ok. Mevrouw de ministre? Oui. Ok. Bon, mais écoutez, je pense que nous pouvons clore notre matinée ensemble et nous donner rendez-vous alors mardi prochain en pleine forme. Belle journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir à tous. Merci. Allemaal.